Merci d'avoir accepté de recevoir africaguinée.com pour cette grande interview. Alors, pour commencer, ça fait un peu plus d'1 an depuis que vous êtes à la tête du gouvernement guinéen. Qu'est-ce qui vous a plus marqué depuis votre prise de fonction comme Premier ministre? Bon, vous savez, lorsqu'on engage une expérience aussi importante, surtout dans cette phase cruciale de l'histoire de la République de Guinée, on est animé par un sentiment, disons, d'abord de gratitude vis-à-vis de la personne qui m'a nommé à ce poste. Et ceci est très important. Avec une feuille de route bien précise qui cadre avec mes convictions les plus profondes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit et j'ai répété à maintes fois qu'entre la vision qu'exprime le président de la République et l'action gouvernementale que je dois imprimer, qu'il y a une osmose. Et ce qui fait que nous n'avons pas besoin très souvent de longs discours ou de pourparlers et discussions pour aboutir à des résultats consensuels. Il y a une unité de vue entre ce qu'exprime le président de la République et la conviction profonde du Premier ministre, chef de gouvernement que je suis. En tant qu'homme politique et chef du gouvernement, comment gérez-vous la pression entre les responsabilités qui vous incombent? Ah, vous savez, j'ai toujours évolué dans un environnement où il y a de multiples pressions, avec beaucoup d'adversité. Donc, plus ou moins, je suis préparé à ce challenge qui est d'une autre nature, mais aussi qui comporte des contraintes. Et bon, des fois, il faut procéder à des arbitrages difficiles, à concilier les points de vue des uns et des autres pour parvenir de la manière la plus unie, la plus, j'allais dire, conviviale, à faire converger des hommes et des femmes qui, des fois, ne partagent pas la même façon de voir les choses. Et donc, c'est le rôle du Premier ministre, chef de gouvernement, de contribuer à ce que cela puisse se faire dans l'intérêt supérieur du pays. Alors, vous avez été, je ne dirais pas reconduit, vous entamez votre 2e année à la tête du gouvernement qui a connu un petit changement dans l'architecture qui passe à une 30aine de ministères. Peut-on savoir qu'est-ce qui a prévalu à ce changement? Ce changement est dû principalement à 2 facteurs essentiels. Le premier facteur, il y a des ministères qui étaient, de par leur structuration, assez complexes au regard des enjeux que ces ministères devraient porter. Par exemple, vous prenez l'énergie et l'eau, les contraintes et les charges que la pression que nous avons permanemment sur les questions énergétiques peut amener le ministre à baisser le bras ou bien à lever le pied par rapport aux problématiques de l'eau. Or, aussi bien l'eau que l'énergie, ce sont 2 préoccupations majeures de la collectivité nationale. Donc, les séparer, ça permet, disons, d'avoir une gestion plus directe de ces 2 secteurs porteurs. Vous prenez également le ministère du tourisme, de la culture, de l'artisanat, de l'hôtellerie. Vous voyez que c'est des chantiers extrêmement importants qui rentrent dans le socle essentiel de l'organisation et de la modernisation d'un pays et de son économie. Donc il était nécessaire pour permettre, disons, d'impulser l'action, que cela puisse être séparé. Vous prenez également l'autre ministère concernant l'agriculture et l'élevage. L'élevage est un secteur très important et très porteur, idem pour l'agriculture. Les 2 peuvent constituer des poids lourds excessivement prenants pour une seule personne. Donc c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, il faut, disons, redonner du souffle au gouvernement, élargir les bases sociales et politiques de la gouvernance actuelle. Comme vous le savez, nous sommes dans une phase où il faut rassembler le plus largement possible les deux principes que je viens d'indiquer ont amené à cette restructuration et cet élargissement.
parmi les critiques qu'on formule par rapport à ce changement, c'est que c'est un gouvernement budgétivore pour un État qui cherche quand même à renflouer ses caisses. Je ne sais pas ce que vous en répondez. Bon, la question budgétivore n'est pas liée à cette architecture revisitée de l'appareil gouvernemental. La question budgétaire est liée au fait, le peu que nous avons, est-ce que nous les utilisons de la manière la plus efficiente et la plus efficace? Et de ce point de vue, il y a beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de déperditions, il y a beaucoup de laisser-aller qui méritent d'être fondamentalement corrigés. Et pour éviter cela, il faut une gestion beaucoup plus proche, beaucoup plus directe. Donc, les deux aspects que vous venez d'évoquer, vous voyez bien, le fait d'élargir le gouvernement peut contribuer à un regard beaucoup plus précis, beaucoup plus proche de l'action sur le terrain pour ne pas, disons, engager des projets et qu'en fin de compte, avec un suivi qui n'est pas du tout efficace, qu'on puisse assister à des déperditions. La rationalisation de nos ressources amène à ce que de plus en plus nous soyons regardants par rapport à l'action qui est en train d'être opérée sur le terrain.